d'être venu. On est très content chez Augury de vous accueillir. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur comment construire une architecture SDK future-proof et plus globalement notre retour d'expérience sur la construction d'SDK. Donc, comme l'a dit Greg, je m'appelle Nicolas Perret et actuellement, je suis le manager de l'équipe iOS au sein d'Augury. Et Augury, je ne sais pas si vous avez pu le voir avec les différentes images, c'est un acteur de la publicité et, et plus spécifiquement de la publicité personnifiée. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui va être publicité ciblée, mais où on respecte la privacy de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler directement un utilisateur, mais on va cibler un asset, ça peut être une application, un pays, et pas mal d'autres choses. Et du coup, dans l'équipe iOS, on s'occupe de faire tous les SDK iOS qui sont intégrés maintenant dans plus de 3000 applications. Et du coup, pour essayer de comprendre un peu comment le contexte dans lequel on construit ce SDK, je vais faire une mini-introduction du monde de la pub, parce que ce n'est pas forcément très évident. Du coup, c'est rare qu'une application déjà intègre un seul SDK de publicité, parce que la majorité du temps, comme ils veulent optimiser les revenus publicitaires, ils vont installer plusieurs SDK au sein de ce qu'on appelle une médiation, comme Google AdMob ou Applebin, qui sont l'une des plus grosses. Et en gros, ces médiations vont être des agrégateurs de SDK. C'est-à-dire que notre SDK ne va pas directement être installé dans l'application, ça va être installé dans le SDK de la médiation via des dépendances ou autre chose. Et c'est la médiation en fait, et l'application va directement appeler la médiation et ça va directement nous reporter les demandes de publicité. Et de l'autre côté, on a les marques qui nous font confiance pour diffuser pour diffuser leur publicité. Et pour améliorer la confiance des marques, on utilise en fait ce qu'on appelle des tiers de confiance. C'est-à-dire que c'est des SDK que nous, on va intégrer dans notre SDK pour vérifier qu'on affiche bien les pubs qu'on dit. Voilà. Tout simplement. Comme ça permet d'avoir une énorme confiance des marques envers nous. Et bien sûr, pour discuter avec les tiers de confiance, parce que là, j'en ai mis 2, mais il en existe des centaines, bien sûr, on utilise en fait des normes, comme ça nous permet de communiquer sans avoir trop de support à chaque fois qu'on va intégrer un nouveau tiers de confiance. Et ces normes, c'est principalement une entreprise qui les gère, c'est IAB, donc qui va gérer vraiment tout le monde des normes de la pub. Et du coup, là, on voit que nous, on intègre des SDK, qu'on est intégré dans d'autres SDK, sur des apps, installés sur des milliers d'apps. Et là, bien sûr, notre but, c'est d'avoir le SDK le plus robuste possible, le plus stable, et qu'on est sûr qu'il soit future-proof. D'où ma présentation. Et avant de commencer cette présentation, je vais vous faire une petite anecdote. Parce que quand je suis arrivé chez Augury il y a maintenant 3 ans, le SDK iOS était tout jeune. C'est vraiment, il avait à peine 1 an. Et il a dû rattraper le retard qu'il avait sur le SDK Android qui avait commencé depuis des années avec plus de développeurs. Et du coup, ils ont construit le SDK très vite. Il marchait, mais malencontreusement, il n'était pas future-proof. Et du coup, quand je suis arrivé, la première grosse feature qu'on m'a demandé de faire, c'est d'afficher une banner en interne au moment du clic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la pub, la banner, c'est la petite view. Du coup, c'est une UI view qu'on donne à l'application qui va l'afficher où il veut, mais c'est souvent en bas de l'application. Et un interstitiel, c'est un écran full screen classique, comme on voit dans pas mal d'apps. Et rien que en soi, cette petite feature, parce qu'en soi, c'est juste mettre une UI view dans une UI view controller et présente l'UI view controller. Du coup, ce n'est pas censé être très lourd à supporter. Ça nous a mis des mois. On a mis des mois de tests parce qu'à chaque fois qu'on va tester, à chaque fois qu'on modifie un truc, ça va casser un autre truc à côté. Parce que vraiment, le SDK avait été codé au plus vite et en monolithe. Du coup, il y avait des classes qui s'occupaient de tout, de l'affichage, du cache et tout. C'était un vrai bordel. Mais ça marchait, mais voilà. C'est la contrepartie, c'était qu'on mettait énormément de temps pour faire la moindre petite feature.
Et du coup, on a décidé avec toute l'équipe iOS de le refaire from scratch pour partir sur de bonnes bases. Et du coup, la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on veut que notre SDK soit future-proof. Parce que du coup, on veut pas retomber dans les mêmes problèmes. Et du coup, c'est l'objet de cette présentation. Du coup, je vais commencer par parler d'architecture modulaire. C'est l'architecture qu'on a mis en place, nous. Et après, je vais vous parler de communication, qui est un point très important quand on veut réaliser un SDK future-proof. Déjà, qu'est-ce que l'architecture modulaire? Déjà, en fait, ça va être, que ça soit à la grosse maille ou à la petite maille, de développer toutes les fonctionnalités vraiment de manière indépendante et de les regrouper sous forme de groupe. Et chaque groupe a un protocole qui va donner la norme en fait de chaque petit module. Et ainsi, comme ça, quand on voudra créer de nouveaux modules, hop, on n'a plus qu'à se plugger au protocole et de manière indépendante. Et ça, ça permet d'ajouter des fonctionnalités très facilement parce que du coup, on se plug juste au protocole sans affecter tout le reste du SDK. Et il y a un autre avantage qui est induit par cette architecture, qui est qu'on peut réutiliser ces petits modules à différents endroits du code. Et du coup, ça, c'est pareil, ça, c'est un gain de temps et de coût de développement, du coup. Donc, déjà, il faut commencer par structurer en grosse maille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à mettre tout dans un seul SDK. Il faut faire un SDK par produit. Par exemple, nous, dans notre cas, on veut afficher des pubs. Du coup, on va faire un SDK Ads, qui est en orange. Après, on veut aussi afficher le consentement, c'est à l'utilisateur. Parce que vous êtes vous êtes sûrement au courant, mais la RGPD maintenant nous oblige à informer toutes les données qu'on collecte et tout, et à collecter le consentement de l'utilisateur. Et du coup, ça, on l'a mis dans un SDK séparé, qui est le SDK CM pour Choice Manager. Et du coup, ces deux SDK sont totalement indépendants. Ils peuvent fonctionner l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, veut simplement notre produit CM, il peut très bien le prendre sans souci. Comme AdsSM utilisait des solutions communes, par exemple l'accès au réseau, l'accès aux IP des devices, plein de petites choses. On a créé un SDK qui, lui, par contre, dont Ads et CM dépendent, qui va en fait regrouper toutes les fonctionnalités communes aux deux SDK. Ça nous permet d'éviter de les développer en deux fois. Et donc là, on voit qu'on a déjà trois SDK. Et du coup, pour faciliter l'intégration au publisher, parce qu'il faut savoir que le publisher, lui, il a des médiations. Après, il doit regérer tous les SDK. Et du coup, en fait, le but, c'est d'être le plus simple possible à intégrer. Et du coup, en fait, on a créé un quatrième SDK qu'on a appelé le SDK Wrapper, qui lui va juste être une ombrella qui va s'occuper d'avoir une API commune qui va redispatcher sur ADSL. Et ainsi, comme ça, le publisher, lui, s'il veut nous intégrer, il a juste à intégrer le wrapper et tout marchera. Nickel. Et du coup, ça facilite grandement la vie des publishers. Après, une fois qu'on a défini les grosses mailles, c'est mieux d'aller vers les plus petites mailles. Donc, à l'intérieur de chaque SDK, par exemple, on peut regarder quels sont les sous-produits qu'il propose. Par exemple, si nous, on veut diffuser une pub, c'est quoi? Alors, dans la majorité des cas, les pubs, c'est simplement des WebView pour une affiche. Ou, par exemple, ça peut être aussi des vidéos. Donc, ces WebView et ces vidéos, nous, on veut les afficher dans différents formats. Par exemple, nous, on a le format full screen et le format banner. On en a aussi d'autres. Mais voilà. Et du coup, là, on a déjà défini deux ensembles communs. C'est-à-dire, on a la manière dont on affiche les pubs qui doit être indépendante de la manière qui doit être dépendante de la pub elle-même. C'est-à-dire que afficher une WebView dans un full screen ou dans un banner, ça doit être exactement pareil. Voilà. Il ne doit pas y avoir de différence dans la WebView suivant les cas. Et pareil, dans un full screen, on peut soit mettre une vidéo, soit mettre une WebView ou tout ce qu'on veut. Ça ne doit pas avoir d'impact en même sur l'objet full screen. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les deux entre les ad containers qui vont être la manière dont on diffuse la pub, donc ici full screen et banner, et le ad displayer, ça va être la pub en elle-même. Après, nous, on a rajouté
un ad controller parce qu'il y a aussi des actions qui sont dues à l'application. Par exemple, ça va être l'application qui va nous dire quand montrer la pub. Ça, typiquement, ça passe directement par le ad controller et c'est le ad controller qui va dispatcher les informations. Voilà. Et une fois qu'on a cette maille, après, on peut même aller encore plus en profondeur. Par exemple, si je prends le cas du ad conteneur, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez de l'anecdote du début, mais de la banner qui devient une full screen, aussi, ça, du coup, il faut le gérer. Et du coup, en fait, il faut penser dès la conception à toutes les éventualités qu'il pourrait y avoir. Et par exemple, nous, si on a décidé pour le ad conteneur, en fait, de cacher derrière une state machine. C'est-à-dire une machine à état qui va définir, en fait, dans quel state elle est et dans quel state elle peut aller. Et ainsi, comme ça, ça nous permet en fait de construire notre petite machine à état qui commence toujours à init. C'est le moment où elle n'est pas affichée. Après, ça va être, on va avoir des transitions pour aller vers la banner, pour aller vers la full screen, et puis vers l'état close si jamais l'utilisateur clique sur la croix. Et là, c'est pareil, on a essayé de séparer au plus possible les entités. C'est-à-dire que vraiment, notre init state, ça va vraiment être celle qui s'occupe de rien. Parce qu'on ne fait rien. Mais par exemple, pour la banner state, ça va vraiment être celle qui va créer juste la view et mettre le contenu dans la view. C'est pas elle qui va s'occuper de faire tout ce qui est transition vers l'inter et tout. Ça, non. Ça, on le laisse aux transitions. C'est les transitions qui, après, vont gérer en fait l'état de je prends une vue, je la mets dans l'autre. Et c'est pareil, c'est la transition, on ne va pas non plus gérer le fait de l'afficher. Il va juste prendre ce qui était dans la banner et dire à la full screen, affiche-moi ça. Et du coup, comme ça, ça nous permet en fait, ici, typiquement, le basique transition, c'est la transition qui fait rien. C'est-à-dire que là, typiquement, quand on passe de init à banner, il n'y a rien à faire, il y a juste à lui donner la vue et l'affiche. Mais par exemple, dans la banner to a full screen, comme on a des tracks activés pour dire que l'utilisateur a cliqué, que ainsi de suite, là, on a créé des transitions spécifiques pour ces transitions. Et ça, par exemple, ça nous a bien été utile quand, par exemple, c'est sur la dernière release, si on a voulu mettre en place Scan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Scan, c'est l'outil d'Apple qui permet de gérer les attributions d'installation. Donc, ça va surtout marcher avec les jeux. Et donc, en fait, c'est toutes les pubs où vous avez une petite view de l'App Store, soit une petite, soit une grande view, avec marqué installé directement. Ça, typiquement, on a recréé juste une state, on a créé les transitions qui vont bien, et après, on a juste mis dans notre factory, parce qu'on a une factory qui va construire en fait pour chaque type de pub le state possible, donc toute la machine à état possible. Et du coup, on a juste eu à faire ça et ça a marché nickel. Et du coup, on était sûr qu'on n'avait pas impacté, par exemple, typiquement la banner, parce qu'on ne fait pas de scan dans la banner. Du coup, on est sûr de ne pas l'impacter. On est sûr de ne pas avoir impacté les autres WebView et autres. Et du coup, ça nous a économisé du temps. Et typiquement, cette petite feature, au lieu de nous prendre des mois comme la petite feature du début, ça nous a pris juste un sprint, donc 2 semaines. Voilà. On a mis 2 semaines à dev, 2 semaines à test, parce que bien sûr, il faut bien le tester. Et après, on a pu du coup le larguer en production hyper rapidement. D'où l'utilité d'avoir un SDK future-proof. Et du coup, la dernière chose à faire, c'est de bien définir ces interfaces pour avoir le contrat le plus simple possible pour pouvoir en fait très facilement en ajouter. Et typiquement, par exemple, ici, c'est notre interface pour les states. Donc, on a juste un name, parce qu'il faut bien la nommer pour savoir dans quel state on est. On a un type, donc ça va définir si c'est petit, si c'est en grand, et ça va surtout nous aider à voir si on a le droit ou pas de l'afficher. Par exemple, typiquement, on n'aura jamais le droit d'afficher une banner sur un inter. Parce que du coup, ça va cacher la banner, enfin, ça va cacher l'inter et c'est très moche. Et c'est pareil, on va pas afficher un inter et un inter par-dessus. Par contre, on pourrait très bien afficher deux banners, une en haut et une en bas. Donc, même si c'est moche, voilà, ça est autorisé.
Et du coup, bah, ça, en fait, ça va juste nous indiquer dans quelles conditions on a le droit ou pas de display. Et on a juste une méthode qui est display, qui lui va prendre un autre protocole, parce que bien sûr, on ne discute qu'entre protocoles pour être le plus modulaire possible, et une erreur si jamais il y a une erreur. Voilà. Et la fonction cleanup, c'est juste est clean. Si elle avait par exemple, c'est des observables, elle va les supprimer et tout. Voilà. Et voilà. Et du coup, ça, typiquement pour Scan, on a juste à remplir tout ça et ça fonctionnait nickel. Et pareil pour les transitions. Donc là, typiquement, c'est les transitions. En fait, ça va prendre une action. C'est là, en fait, on a nommé les différentes actions pour les différentes branches de notre state. Parce que, par exemple, si on est dans un état full screen et que l'utilisateur clique sur la croix, ça doit aller vers l'état close, alors que s'il clique dessus, ça doit aller vers un autre état full screen parce qu'on va afficher d'autres informations. Voilà. Et donc, typiquement, ça prend juste une initiale, une end, et après, on a une méthode qui est perform transition pour lui dire, fais la transition. Et comme ça, nous, ça nous permet de facilement gérer tous les cas. Donc ça, c'était pour l'architecture modulaire. Maintenant, c'est la communication. C'est hyper important dans le monde du SDK encore plus que dans l'app. Parce qu'une fois qu'on a release notre SDK, il est intégré par des applications. Mais si on fait une mise à jour, rien ne nous dit que l'application va mettre à jour notre SDK. Et donc, du coup, on a une durée de vie de nos SDK qui est énorme. C'est vraiment, dans la nature, on trouve encore des SDK d'il y a 2 ans. Voilà. Et donc, du coup, la configuration du SDK, en fait, nous, c'est juste un appel que le SDK fait au démarrage pour demander comment il doit se comporter. Ça va être, typiquement, ça va être soit je m'allume ou je m'éteins. Par exemple, ça peut être typiquement le cas où là, lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a plein d'annonceurs qui ne veulent plus diffuser en Ukraine. Du coup, ça peut être qui ne veulent plus diffuser en Russie. Désolé. et, du coup, en fait, d'une seule configuration, on peut éteindre tous les SDK en Russie. Voilà. Et ça peut être aussi, par exemple, ça peut être des configurations. Typiquement, la durée de rétention des pubs dans le cache ou autre. Voilà. Et ça, du coup, ça nous permet de bien gérer tout le futur d'un SDK qui est déjà en production. Et ça, c'est typiquement hyper important. Le deuxième point, comme vous l'avez vu, on a plusieurs SDK. Et du coup, les SDK peuvent avoir besoin de communiquer entre eux, mais comme ils sont indépendants, il faut trouver un moyen de communiquer. Du coup, le moyen le plus simple, ça serait de dire je crée une API et il y en a un qui appelle l'API de l'autre. Sauf que néanmoins, ça a l'air indépendant. Et du coup, comme on veut garder une indépendance entre tous les SDK, nous, on a choisi plutôt une autre option qui est l'Event Bus. Donc, l'Event Bus, ça va marcher un peu comme un Notification Center, où en gros, les SDK peuvent s'abonner à des topics. Donc, des topics, c'est juste des noms. Hein. Et après, le SDK peut envoyer des événements sur ce topic et tous ceux qui sont abonnés au topic vont recevoir l'événement. Et par exemple, nous, ça nous est très, très utile quand le SEM, en fait, change de consentement. En fait, ça va envoyer un topic et du coup, Ads, qui est abonné au topic de changement de consentement, va le recevoir. Et typiquement, nous, quand on reçoit un changement de consentement, on redemande une configuration pour être sûr qu'on ait bien toujours les mêmes droits. Voilà. Et après, là, on va passer sur plus une partie des bugs, qui est le mode verbose. Parce que un SDK, c'est une black box. Du coup, même quand il est installé dans une application, du coup, ça peut être très utile souvent de récupérer les logs du SDK. Parce que comme on veut que notre SDK il soit le plus invisible possible, parce que du coup, il est installé avec plein de SDK, si tous les SDK se mettaient à mettre des logs partout, celui dans l'application, il ne verrait même plus ses logs, en fait, il serait noyé. Du coup, de base, notre SDK, il log que les erreurs. Et du coup, ça, c'est des fois pas suffisant pour débugger un SDK. Parce que du coup, si on veut voir tout le flux dans lequel il a été passé, en fait, nous, on peut activer un mode verbose
qui est juste une commande. Ça peut être soit un appel Darwin, soit directement via l'API si le publisher veut l'activer. Et du coup, le SDK va printer tous les logs. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir tout le flux du SDK. Donc ça, c'est vraiment sur un téléphone en particulier, parce que du coup, il faut soit avoir accès au téléphone, soit créer une autre app à côté qui va activer les logs à distance, mais on ne peut pas le faire sur de nombreux utilisateurs. Donc du coup, on a un autre moyen qui est le monitoring. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil qui nous permet en fait d'activer à distance des événements qu'on va envoyer au serveur. Bien sûr, on n'a pas la même précision que dans le mode verbose parce qu'il faut bien respecter la vie privée de l'utilisateur. Du coup, on aura juste les éléments clés du SDK et on ne pourra le faire que si on a le consentement de l'utilisateur. On ne pourra jamais le faire si on n'a pas son consentement. Et du coup, ça, c'est pareil, sauf que là, ça va être sur une plus grosse masse, parce que du coup, on peut l'activer sur une application, sur une région, voilà. Comme on veut. Et ça, du coup, c'est de l'activation à distance. Et du coup, nous, après, ça nous reporte directement sur nos serveurs tous les événements. Merci beaucoup de m'avoir écouté.